Bonjour à tous, merci beaucoup pour votre patience et votre présence. Je m'appelle Nicolas, j'ai un peu plus de 30 ans de métier dans le milieu de la production. Voilà, et je vais essayer de vous apporter certaines infos sur le management, conseils et astuces, et parfois également une vue exploitation, parce que je me suis rendu compte que quand c'est trop compliqué, parfois les gens mais de vous inspirer d'aller fouiller sur certains sujets en profondeur, tranquillement, à froid. Voilà. Mais je vais essayer d'amorcer en vous des nouvelles émotions voilà, sur ces sujets, parce que la machine Power System, comme vous le savez, a une belle histoire. Alors justement, je vous ai fait un petit rappel. Alors, je ne sais pas ce que vous... Voilà, ok. Donc, pour tout le monde, ou pas, c'est une machine vraiment éprouvée qui a évolué dans le temps, qui en 2006 a été consolidée pour, j'ai envie de dire, derrière un même numéro de série, d'être en capacité de mettre plusieurs VM ou partitions. Donc c'est très intéressant parce que cette partition, vous pouvez mettre l'OS que vous souhaitez, qui sont indiqués ici, que ce soit du Linux, du I, sachant que si vous faites ça, l'hyperviseur ne va pas fonctionner exactement de la même manière. Il va avoir un fonctionnement différent pour gérer au mieux les ressources proc, RAM, si c'est de la Unix, de Linux ou de l'IBM. Mais c'est important de rappeler, j'aime bien rappeler cette image parce que il y a peu d'experts en fait. Il y a beaucoup de gens que je côtoie, même chez des clients aujourd'hui, qui ont des machines très modernes. À l'intérieur, quand on commence à parler avec la MOA, les projets, ils ne comprennent pas grand-chose. Eux, c'est un serveur, point. Donc c'est important de montrer un synoptique comme celui-ci. Vous pouvez même imaginer de rajouter un trait en bas en faisant, pour mieux marquer le coup, indiquer l'évolution des PC Windows, par exemple. Ça parle mieux, les 286, 386, de manière à bien comprendre que, voilà. Donc, à l'intérieur de ces évolutions de race, toutes les corrections d'erreurs de calcul ou ce genre de choses ont évolué également dans le temps. Donc aujourd'hui, on se retrouve quand même avec un power system qui est très solide, qui a évolué dans le temps. Moi, personnellement, je n'ai pas vu d'erreurs de base de données qui ont été améliorées au fil du temps. Ça a été transparent, parce que quand on fait une montée de l'OS, comme vous le savez, on ne fait pas une montée de l'OS, on fait une montée de DB2, on fait une montée de TCP/IP, on fait une montée de la sécurité. C'est pas. Donc, voilà, je voulais simplement vous rappeler ce point-là qui est important. Alors, et bien sûr, si vous cherchez sur Internet, vous ne mettez pas avec 400, et sinon vous allez trouver des choses quand j'étais beau et jeune en culotte courte, voilà, que je ne suis plus. Voilà. Donc, mettez bien Power, IBMI, Linux, etc., etc. Alors, je vais vraiment vous apporter une vue d'exploitation. Vous savez que des ultra-experts vont refaire quelques-uns. Donc, quand même, tout bien, qu'est-ce que c'est qu'en fait, on dit Power? Donc, en fait, c'est une architecture avec, voilà, vraiment une architecture très, très confirmée avec des inspections IDA. Je ne vais pas revenir sur les processeurs 6, RISC dans le détail, parce que je vais vous éviter aujourd'hui. Voilà, c'est également un processeur et c'est surtout une famille de serveurs. Donc, je pense que vous, lorsque vous regardez la gamme des Power, vous avez un choix très important où vous vous trouvez. Dans des environnements à risque, comme certains pays, certains continents, certaines mêmes îles, qui n'ont pas les mêmes ressources électriques ou même des problèmes, peu importe. Vraiment, au niveau du build design, vous pouvez configurer, choisir exactement ce qu'il vous faut et vous prémunir, pardon, de pouvoir supporter vos applications métier, qui est l'objectif principal pendant 3, 5, 7, j'ai même vu 10 ans. Voilà. Bon, après, attention à l'obsolescence, à éviter. Ça rappelle aussi quelque chose
parfois j'entends les gens qui confondent un peu quand on parle de processeur. Donc là, vous avez ni plus ni moins un socket, hein, donc une carte voilà, qui a 4 cœurs. Donc quand vous mettez en place un serveur P10, par exemple, il est déjà préconfiguré. Ensuite, vous désactivez ce que vous souhaitez. Il y en a même parfois certains qui déconfigurent. Dans la SMI, les processeurs pour éviter que le logiciel non IBM va vous facturer, soit en termes de CPW ou en nombre de cœurs qu'il voit sur la machine. Donc, vous avez la possibilité de faire là aussi ce que vous voulez. Donc, si vous ne connaissez pas, vous demandez à vos amis ou à vos business partners comment on fait pour désactiver et activer. Sachant que sur les processeurs Power, vous pouvez mettre 64 poules de processeurs partagés. Par exemple, ceux qui font de la virtualisation, bien sûr, vous mettez le pool de processeur 0 pour les VIO et vous créez un pool de processeur 1 pour mettre vos Linux, un pool de processeur 2 pour mettre vos IBMI, et ainsi de suite. Et vous allez économiser de l'argent. Parce qu'en fait, c'est vraiment, j'ai envie de dire, un conteneur de CPU que vous pouvez régler comme vous le souhaitez. Mais faites-le, parce que c'est vraiment une machine qui est très simple à faire. Et si vous ne savez pas, demandez à des experts, ils vous montrent. Bon, donc voilà. Ensuite, vous avez, moi je ne vais pas rentrer dans la partie SMT, HMT, mais une différence, c'est que vous pouvez avoir sur un socket, comme le schéma le montre, soit 4 cœurs ou soit 8 cœurs. Donc ça, on est toujours sur un seul socket. A contrario, d'avoir 2 sockets avec du SCM ou du DCM. Alors c'est très important pour les évolutions. Par exemple, les infogérants qui souhaitent consolider leurs clients, c'est des questions qu'il faut se poser. Sinon, vous êtes obligé de tout reconstruire. Donc, impact de migration, que les serveurs. Donc, vous pouvez prévoir à l'avance d'avoir le bon build design en prévoyant le nombre de sockets que vous souhaitez dans la durée. Faut pas, j'entends souvent, oui, ça fait 2U, c'est super de prendre ce serveur parce que ça rentre dans la mort. Enfin bon, quand même, je pense aller un petit peu plus loin parce que derrière, ça peut avoir des conséquences, surtout s'il y a un accroissement du business. Et pareil pour d'autres sociétés qui peuvent. Donc, je voulais vous faire part voilà, des sockets, des CPU. J'espère qu'avec des schémas assez simples et compréhensibles pour tout le monde. Un petit rappel sur les consoles HMC. Donc, j'ai personnellement beaucoup de clients en LAN console. Hein. Donc, la seule différence, c'est quand le serveur est éteint, il faut se déplacer pour appuyer sur le bouton. En revanche, sur les consoles HMC, moi, je les mets à jour le dernier niveau de firmware des consoles HMC pour profiter des dernières commandes qui sont publiées dans les firmwares des consoles HMC pour faire beaucoup de choses. Par exemple, un start QSH, un call QP de base sur les BMI pour lui dire allume-moi une partition et fais-moi une partition. Ou récolter depuis l'IBMI énormément d'informations. Avec les consoles HMC, vous avez des options de performance en un clic, alors qu'il faut que vous activez, ce n'est pas par défaut. Vous pouvez avoir une vue sur une année d'utilisation de tous les serveurs que vous gérez pour savoir si ce que vous avez acheté a été, j'ai envie de dire, comment elle a été consommée, c'est-à-dire que vous avez une forme d'observabilité globale sur des durées. C'est important parce que, c'est comme les valeurs système, il y a beaucoup de clients qui disent que les valeurs système, ça fait 30 ans, ils ont changé de machine, mais c'est toujours les mêmes valeurs système. Et c'est une erreur. Il faut normalement avoir le temps de vérifier certains paramètres. Donc, vraiment, les consoles HMC apportent une facilité d'utilisation. Je n'interviens plus en salle machine, moi, exactement depuis 2006. Voilà. Donc, je ne dis plus à mon épouse, pour le 10e anniversaire de mariage, je suis désolé, je suis en salle machine, donc je travaille depuis chez moi, sur des clients sensibles. Avant, j'aimais beaucoup accompagner mes copains inspecteurs de maintenance en salle machine, c'était la moindre des choses. Ça n'existe plus. Donc, il ne faut pas avoir peur. Ce n'est pas parce qu'on est en salle machine que ça se passera mieux que si on travaille sur une console HMC. Donc, les consoles HMC, ça a un coût.
Voilà. Bon. Après, vous pouvez prendre des solutions hybrides hein, pour vos machines de backup, des VHMC, que j'aime pas trop parce que j'aime bien avoir le matériel quand je passe au serveur, tirer le rack, voilà, pas avoir besoin de demander à nos amis des équipes open de vérifier tout ça. Par contre, en environnement de production, moi personnellement, je recommande vraiment les HMC critiques. Alors les prix ne sont pas les mêmes, hein, il y a un impact de production, sachant que sur un HMC, vous pouvez les retourner. Vous pouvez, par exemple, sur un site, avoir deux consoles HMC, sur le site de backup, deux autres consoles HMC, par exemple, de manière à avoir une garantie. Le plus important, c'est de pouvoir se connecter et d'être efficace. Sachant que sur les consoles HMC, vous avez la possibilité d'utiliser beaucoup de choses. Est-ce que toi, hyperviseur, tu gères au mieux toutes les ressources CPU RAM? Donc, vous avez les commandes, hein, bon, je ne les ai pas mises, mais il suffit de regarder dans les liens de téléchargement, ou peut-être que je compléterai après. Est-ce que tu es au top du top, toi, hyperviseur, pour gérer toutes ces partitions, toutes ces CPU RAM? Vous appuyez sur Entrée, vous allez dire non, je suis à 70%. Donc, je te donne l'ordre de revoir un peu ce que tu gères pour que tu sois au top du top. Alors, ça a des influences. Après, il y en a qui sont vraiment dans le détail, mais tout ça existe depuis pas mal d'années. Comme le dit le Michael Parme, hein, si vous créez bien vos profils de partition avec vos valeurs minimum et maximum, à chaud, en mode manuel ou en automatique, depuis par exemple un Start USH, qui tout à l'heure vous ai dit peut envoyer un démarrage ou un arrêt d'une partition, il peut aussi modifier les ressources CPU de RAM. Par exemple, pour les assurances, on fait un moment de commissionnement, ben, je vais affecter un petit peu plus pendant la période de fin de mois ou pour des grosses facturations, des gros traitements. Donc, vous pouvez faire une automatisation depuis l'IBMI, qui lui est au courant des travaux qui se passent, c'est-à-dire avec le traitement déterminé, ils ont pas l'ordre. Mais vous pouvez aussi le paramétrer, il y a un scheduler dans la console HMC qui peut dire, bon là c'est figé, hein, je ne sais pas ce qui se passe, il n'y a aucun contrôle sur votre job. À telle heure, je fais telle modification, un déplacement d'une carte chasse pour des sauvegardes et des choses comme ça. Donc voilà, ça évolue, mettez à jour régulièrement vos consoles HMC. Si vous éteignez la HMC, ça n'a aucun impact sur vos partitions IBMI, AX, Linux. Et faites-le régulièrement, c'est très simple. Moi, je forme des jeunes. Voilà. Un petit rappel sur les évolutions et la facilité dont le Power s'adapte avec toutes les évolutions que vous voyez. Hein. Donc, je pense que tout le monde a entendu parler de ces différents types de cartes. C'est quelque chose qui me cache, je ne sais pas tout. Je vais le mettre en bas. Voilà. Donc, c'est quand même, voilà. Donc, qu'est-ce que je peux vous dire? Oui, bon, je vais vous parler un petit peu des listes LBNI. Bon, il y a des tests qui ont été faits par IBM. Oui, si vous mettez des listes LBNI, pardon, directement sur le tech du serveur, ça ira plus vite que le best stockage. Ça va de poser trois fois la question. Mais on parle en microsecondes. Je veux dire, on est dans un autre monde. Il faut vraiment, à l'époque, on parlait de 2 millisecondes, c'était acceptable par les commerciaux IBM. Aujourd'hui, on est sur une autre échelle. Donc, alors que vous ayez une base stockage en direct attach ou avec des VIO, des switches, etc., le temps de performance des IO au niveau des NVMe, avec l'arrivée des NVMe, sont raisonnés, je crois, autrement qu'on l'a raisonné avant quand il y avait du SSD ou des choses comme ça. Ça va vraiment, les vitesses sont très, très puissantes. Donc, prenez en compte quand même ce changement. On n'est plus dans les mêmes j'ai envie de dire, vitesse d'IO. Et d'ailleurs, parfois, quand je fais un peu d'analyse de perf, je ne vois pas trop de problèmes de calcul, mais uniquement des problèmes d'IO. Voilà. De pagination en mode wait, ou déverrouillage d'enregistrement, etc. En espérant que vous utilisez de plus en plus des tables pour avoir des tailles de 64K quand vous dialoguez avec vos espaces vides, et non plus des PF, des LF, ou c'est 1K, 2K, ou 3-4, enfin, voilà, il y a quand même des choses à reprendre en compte. Ça marche plus. Voilà. Une vue nouvelle, j'ai envie de dire, hein, qui est quand même à prendre en compte. Donc, moi, je ne suis pas spécialisé sur tous les sujets, je suis en train de découvrir le monde Ansible, mais c'est vrai que, bon, on a quand même aujourd'hui
pour certaines infrastructures, la possibilité de s'orienter un peu plus haut que les compteurs HMT. Donc en ce moment, je suis en train de travailler sur du TLC. C'est super, hein, parce que les traitements de fin de mois qui devaient prendre 6 processeurs, alors que tout le mois, j'ai besoin que d'un processeur, ben, on est obligé d'acheter 6 processeurs. Sinon, vous voyez, un plateau performance ne peut pas aller plus haut. Avec ma solution, je vous ai fait un petit slide. Aujourd'hui, on est en train de le mettre en place, c'est-à-dire une connexion directe avec IBM, et vous achetez les crédits, et dès qu'il y a des dépassements, les CPU sont autorisés à aller plus que, par exemple, vous avez 2 CPU, vous avez un traitement de commissionnement qui tourne, vous êtes à 2,7, il ne va pas y avoir de plateau. Il va vous autoriser à aller au-delà. Donc, il va vous offrir 0,7 avec cette solution et ça va être comptabilisé et ensuite, ça va déduire les crédits que vous avez achetés. Donc, c'est hyper intéressant. Quand vous mettez cette solution en place, ben, vous avez un stock de crédit. Vous pouvez faire face à des pics récurrents que vous maîtrisez de prod et quand le compteur est à zéro, ben, vous redonnez. C'est la solution PPCP. Voilà, exactement. Vous présentez l'IA. Et donc, c'est vraiment très intéressant parce que vous imaginez que vous calculez la somme des CPU que vous avez en prod et vous n'êtes plus confronté à mettre, excusez-moi mon expression, des pattes de poulet à la fenêtre pour espérer que ça va tenir dans les temps et en heure que j'ai ouvert mon TP le lundi matin. Là, vous avez vraiment, vous payez la consommation. Alors, c'est un petit travail à faire avec des spécialistes, avec n'importe qui. Il y a quelques bébés qui maîtrisent ça, et puis sinon, bien sûr, il y a IBM qui est vraiment là pour vous accompagner à la fois dans cette réflexion. Bon, la virtualisation, je pense que tout le monde connaît, hein, PRVM, c'est une vingtaine de technologies de virtualisation machine qui, vous tout de suite, datent quand même depuis un certain temps pour IBM. Mais dans cette technologie de virtualisation, vous pouvez faire des choses assez importantes. C'est-à-dire que, j'ai envie de vous dire que sur un même numéro de série, vous pouvez mettre, alors, vous savez, une VM ou une partition, c'est un OS, c'est une horloge, plus horaire, hein, et c'est une langue. Donc, vous pouvez en mettre autant que le serveur vous permet de le faire. Vous pouvez mettre du Tahiti, vous pouvez mettre de Los Angeles, vous pouvez mettre du Paris, tout ça sur le même numéro de série, il n'y a aucun problème. Après, il y a d'autres technologies que l'on peut rajouter avec des ISP, mais là, c'est un autre débat. Mais ça fonctionne vraiment, c'est prévu pour ça, depuis 2006. Donc, c'est multi-OS. Donc, bon, ça, c'était pour vous le rappeler quand même, hein, que ce n'est pas un sujet qui date d'aujourd'hui. En gros, donc, le VIOS, alors le VIOS, c'est pas fait pour partager des processeurs. C'est fait pour partager tout ce qui est I/O. Donc, il faut chacun sa config, mais plutôt que d'avoir plein de cartes I/O, vous en prenez, on va dire, une, pour vulgariser. Et grâce à cette carte I/O, vous allez pouvoir en envoyer, selon les quotas, un certain nombre de cette carte en mode virtuel. Par exemple, vous mettez, moi j'ai des clients à 40 partitions, on ne va pas acheter 40 cartes VIO plus la résilience 80, vous imaginez la taille de l'armoire, enfin ça rentre plus. Donc, les VIO gèrent les I/O. Je ne vais pas les calculs parce que j'avais vu cette confusion. Donc, il y a des façons d'installer la virtualisation, mais c'est surtout pour permettre, donc, quand on dit I/O, tout ce qui est tête, tout ce qui est fan, d'accord, et tout ce qui est Ethernet. Donc, c'est-à-dire que la logique veut que vous mettez un VIO1 avec 2 disques en miroir, un VIO2 avec 2 disques en miroir, le VIO1 et le VIO2, vous les reliez de manière à que si le VIO1 tombe ou vous voulez faire un update, le VIO2 prend la main. Et il n'y a aucune coupure au niveau des interfaces clients qui travaillent sur la partie ou au niveau des transverses 50-50. C'est complètement transparent. Attention, c'est toujours pareil, il faut travailler avec des spécialistes qui savent mettre la bonne config au début, que si vous avez mis
un Véo, un biche, bon, ben, voilà, vous allez avoir des grosses contraintes. Euh, le PPC. Donc, voilà. Donc, voilà, c'est faut imaginer que vous avez, je sais pas moi, là, je pense à un client qui avait un live 400, après il en a un deuxième, après il en a un troisième. En gros, il n'a pas eu le temps de dire voilà, j'ai tout ça, il faut que j'achète un gros serveur et je mets tout dedans, etc. Donc, ça a accumulé, ça s'est additionné, etc. Donc, que vous ayez un gros serveur ou plein de petits serveurs qui sont arrivés pas en même temps, vous faites la somme des CPU. J'ai combien de CPU en tout? En gros, c'est ça. Voilà. Et ensuite, vous vous rapprochez des labs services pour dire bon, ben, comment je fais pour payer le moins possible ou comment je fais pour payer à l'utilisation. C'est l'objectif. Aujourd'hui, bon, il y a d'autres statistiques, tout ce qui est achat de stockage ou achat de CPU, c'est à la consommation. Ce n'est plus des calculs pour essayer de se dire pendant 3 ans, 5 ans, etc. Et c'est vraiment, ça fonctionne très très bien. Hein. Donc voilà, le cloud management console, donc ce sont des microservices qui tournent autour de cela. Alors j'ai d'autres choses à vous présenter, mais ce que je voulais vous dire, aujourd'hui on a bien vu que depuis 1969, en gros, le mec qui vous dire non, c'était 2 ans avant, 3 ans avant, etc. C'est une machine qui a été prouvée, elle a voyagé dans le temps, elle est solide, et aujourd'hui on est dans un autre monde qui permet de proposer énormément de solutions. Ça fonctionne très très bien. Et ce sont des solutions, par exemple, le VIO, ça date, hein, ça fait quasiment 20 ans que ça existe, hein, par exemple. Voilà. Donc voilà, je voulais vous rappeler, et vous avez ce site que j'aime bien, vous pouvez visiter, faire un éventail dans votre salon, tous les serveurs Power que vous souhaitez. Donc vous vous connectez, puis vous regardez, vous ouvrez la porte, vous sortez les cartes, ça vous permet pour ceux qui n'ont rien d'autre à faire, voilà, vous pouvez aller à ce. Alors, les workload groups. J'en vois pas trop chez les clients. Je vais essayer de synthétiser à quoi ça sert. Donc, quand on gère les travaux, on va avoir le contrôle pour maîtriser, ça veut dire la charge de travail. Donc, on va créer beaucoup de choses. On va gérer les priorités d'exécution, on va créer des environnements de travail, on va créer des sous-systèmes. Donc, parfois, ça ne tient pas, on se dit, bon, ben, je vais créer d'autres partitions, parce que c'est mieux de les séparer. Les workload group, alors que ça ne concerne pas tous les clients, mais j'en parle, je vais vous faire une petite idée. Vous avez un power qui a 8 CPU. Donc, vous pouvez indiquer au niveau d'un sous-système, ben, moi, j'ai une partition de 4 CPU, pour l'IBMI, donc, c'est des deux fories, ça va de soi. Ben, pour l'application Intel, le FreeStarJob, on entend beaucoup de problèmes de perf, par exemple, QDNS, Init, etc. Eh ben, je veux que tu utilises max un CPU. Parce qu'à chaque fois que tu satures la machine, tu impactes d'autres activités. En fait, c'est le contraire. Ça vous permet de limiter, mais ça limite vraiment les CPU. Alors, il n'y a pas de 0,5, il n'y a pas de micro. Hein, CPU, je rappelle, une CPU max 20 partitions, 0,05 vous permettre une partition. Vous pouvez donc, en cas de besoin, avoir des environnements figés qui ne peuvent pas aller au-delà de ce que vous accordez. Ça peut être très intéressant dans certains cas. Vous pouvez, depuis la V7R4, le mettre aussi au niveau des job keys. Donc ça aussi, c'est pas mal. Et avec une simple commande change job, je vais dire, j'essaie d'accélérer un peu. Voilà, un exemple, voilà, vous mettez dans aucune user work, voilà. Alors moi, je n'aime pas trop mettre des jobs utilisateurs dans les sous-systèmes IBM. Hein. N'oubliez pas, hein, dans les pre-start jobs, vous avez la possibilité de créer votre propre système et autoriser uniquement les adresses IP que vous souhaitez dans ce sous-système. Parce que si vous ne le faites pas, user work, il n'y a pas que les applications métiers. Donc si vous avez plusieurs applications web services, web 1, web 2, web 3, web 4, et que vous autorisez que les IP décidées, etc. Si vous avez un update de l'application du Web Services 1, vous détenez que celui-ci. Si vous ne le faites pas, vous le laissez tourner dans user work, vous êtes obligé de faire une mise en mode restreint.
parce que c'est pas le but. Donc, essayez aussi de séparer. Bon, c'est pas le sujet, mais donc, vous pouvez aussi le mettre au niveau des socles. Ça, c'est puissant, hyper puissant. C'est-à-dire que vous pouvez dire, ça, c'est les commandes natives hein, qui existent depuis quelques temps pour les workflow group, à la fois pour les sous-systèmes Jobdi, mais vous pouvez également dire pour application, peu importe, hein, je vais limiter à temps. Alors, je n'ai pas été vérifié au niveau financier, parce que ce n'est pas le sujet, mais pour MQ, ça marche très bien, par exemple. On peut tester un vendeur de logiciels, ça serait bien de dire, moi, sur le client qui attend le CPU, alors le problème, c'est que c'est modifiable. Hein. Je veux dire, un opérateur système qui connaît, qui fait change job, voilà. Mais c'est quand même prévu aussi jusqu'au niveau logiciel. Donc, c'est quand même assez intéressant à, on va dire, comme Ludo dit, Ludo le fait, éplucher l'oignon sur ces sujets si ça vous intéresse. Et bien évidemment, Performance Data Investigator vous permet de suivre de très près les modifications. Donc, le navigateur Fori vous permet d'afficher ces stats de performance, j'ai envie de dire, de premier niveau, et on voit bien que vous avez mis en place, il y a vraiment des informations standards mises à disposition pour suivre les performances au niveau des workloads. Voilà. Donc, voilà, j'espère que vous... voilà, donc voilà l'ensemble des commandes. Vous avez la possibilité d'automatiser quand même pas mal de choses avec cela, puisque déjà on a le retrieve. Donc, c'est ce que je disais tout à l'heure, on a un petit peu de retard. Au niveau du sous-système, voilà, au niveau de. Alors, le change-job est très pratique, hein, c'est instantané. Donc, moi, ce qui est intéressant, je voulais vous en parler. Voilà, je vous ai mis le lien, par exemple, une démo avec MQ, et bien sûr, au niveau de la sécurité, hein, si vous voulez avoir des informations au niveau des postes journal, vous avez des informations qui sont mises sur ce visuel. Et puis après, de toute façon, c'est vraiment comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est vous parlez de, voilà, c'est dommage, c'est puissant, voilà, ça vous permet de limiter vos applications. Alors maintenant, nous allons parler sur les CPU et storage Linux. Donc là, j'ai repris un peu les travaux d'une personne d'IBM, que je voulais vous en parler parce que euh, trop souvent, dans les cas de service, on laisse nos max. Et ce n'est pas spécialement leur choix. Le problème, c'est que c'est assez compliqué de gérer ces deux valeurs. Donc, j'ai lu un article d'une personne IBM. On se pose des questions, on ne se pose pas de questions, on laisse comme ça, mais parfois on peut tomber dans des cas de figure de ralentissement. En fait, quand vous créez une classe, toute votre machine, tout est à nos max. Donc c'est un peu dommage parce que on peut peut-être mettre en place quelque chose pour savoir si on peut faire mieux que nos max. Alors, bon, c'est un peu compliqué comme sujet, mais vraiment, vous pouvez mettre en somme du watch. Voilà, j'avais fait une présentation du watch, hein, c'est-à-dire l'interprétation des messages avec l'équipe EPM, dans les travaux actifs ou dans les logs. Quand ces messages-là, pardon, ces deux messages-là arrivent dans la machine, de lui donner l'ordre de poursuivre, de s'arrêter si vous décidez de ne plus mettre étoile Nomax. Donc, tous les clients n'ont pas beaucoup de RAM. On a des clients qui ont 1 Tera, 1 Tera 5 de RAM, il y en a qui n'en ont que 7. Et là, c'est bien intéressant. C'est bien intéressant pour que les traitements effectifs, donc les values, puissent se faire. Donc, voilà, les cases de service, hein, c'est un peu, moi, je pense qu'il y a quelques experts ici, c'est vraiment la décision, c'est de la configuration de comment tous les traitements de tir interactifs, de communication ou batch doivent tourner. Alors, j'accélère un tout petit peu, parce qu'il y a un autre sujet que j'aimerais beaucoup. Voilà, donc voilà les messages ID. Donc, ça fait 11 mai dans la présentation, donc
Donc, 30 pour 20. C'est-à-dire, donc voilà, je vous ai vraiment mis, vous pouvez mettre le watch, hein, WRK, WTH, le watch, hein, c'est hyper puissant. C'est Eric Saguier qui en a parlé hein, assez rapidement de ce sujet. Vous pouvez vraiment remonter toutes ces informations et donner l'ordre d'exécuter un script. Voilà. Alors, le délai d'inactivité, là aussi, je vais aller rapidement, je vais aller à l'essentiel. Donc, en fait, comme vous le savez, ben, lorsqu'on laisse une session de travail sur son bureau ouverte et qu'on part, c'est dangereux. On peut prendre la main sur, j'ai envie de dire, cet écran et faire des choses, on va dire, illégales. Donc, je voulais vous éclairer que ça ne marche pas peut-être pour tout. C'est mon message. Donc, oui, pour tous ceux qui ont connu ça, on a fait des tests, on met 60 minutes, 15 minutes, 20 minutes. Mais, par exemple, quand vous faites un start pass-through d'une machine à une autre, ou que vous faites, voilà, c'est des trucs techniques, du FTP, par exemple, moi je fais une connexion FTP d'une machine à une autre, et je fais code time 9999, 9999. Donc, je reste connecté 9999 minutes. Ça ne désactive pas. Donc, voilà, faut vraiment aller un petit peu plus loin. Vous avez la possibilité de gérer l'autorisation de certaines commandes FTP, mais attention, ce n'est pas du 100%, il y a quand même un risque d'intrusion ou d'inefficacité. Alors, je ne vais pas revenir sur l'amélioration du Connectivity Job entre la 7.2 et la 7.3. Il y a des PTF qui ont amélioré dans l'IBMI la décision de vraiment couper au bout de 15 minutes parce que ce n'était pas vraiment le cas. Aujourd'hui, vous pouvez considérer que lorsque vous utilisez cette valeur système, vous mettez 20 minutes, vous regardez l'écran, au bout de 20 minutes, est-ce que ça coupe? Vous allez voir qu'il y a des petites nuances. Donc, dans le domaine de la précision, ça peut peut-être intéresser certaines personnes. Alors, IBM Service. Donc, j'ai entendu dire que demain, il n'y aura plus d'API, il y en a qui sont trop complexes. IBM va nous mettre à disposition, dans le navigateur Cori, la possibilité d'utiliser les services IBM, c'est-à-dire des requêtes qui sont mises à disposition sur différentes catégories. Moi, ce qui me concerne, c'est le management, mais j'ai vu des requêtes pour les applications ou pour d'autres sujets. Voilà. Donc, je voulais vous rappeler que bon, c'est très puissant. Comme vous êtes tous bien organisés, vous sauvegardez tout ça, bien sûr, dans votre répertoire Windows, toutes les requêtes. Vous pouvez les modifier, vous pouvez les partager. Par exemple, nous, chez un gros client, on a décidé de créer un répertoire IFS où tout le monde met ses requêtes SQL là-dedans, de manière à que ça soit free. Parce qu'aujourd'hui, ça m'appartient, c'est mon truc. Moi, je ne suis pas dans cet état d'esprit. Et on partage ce qu'on a créé. Parfois, c'est des requêtes très complexes. Moi, j'ai des requêtes de calcul de facturation. J'ai mis je ne sais pas combien de temps à faire, aidé d'ailleurs par le support IBM à l'époque. Et je les ai toujours. Et c'est vrai que quand on me pose la question, hop, je vais dans ACS, j'appelle ma requête, je clique et j'ai l'information tout de suite. Donc, vous avez plein de requêtes très puissantes. Alors, le problème de la production, en règle générale, c'est qu'on n'a pas le temps de poser de stylo pour regarder ça. Si vous avez le temps, prenez votre temps, parce qu'il y a vraiment des requêtes qui vous font gagner du temps. Donc, voilà, bon, moi, je pense qu'il y en a pas mal qui sont au courant de cette utilisation. Et il faut vraiment les utiliser. Une petite remarque, navigateur Tor-I, version 2, il n'y a pas photo, elle est vraiment très très bien. Elle est puissante. Ça peut être un hub pour plusieurs partitions, ce qui n'était pas le cas avec le premier navigateur Tor-I. Donc il y en a beaucoup qui ont désiré rester sur l'écran vert parce que ça ne marchait pas. Vraiment, le navigateur Tor-I qui est sorti, je crois, il y a 2-3 ans, c'est le jour de la nuit. Hein. C'est vraiment très puissant. Voilà. Donc voilà, c'est le navigateur Tor-I. Donc voilà les requêtes que vous pouvez utiliser en standard ou compléter. Donc voilà le genre d'exemple. Bon, j'ai mis des requêtes, on va dire,
Pour la présentation, voilà, vous avez par exemple la requête de workload group. Voilà. Alors, par contre, ce que je vais vous montrer, c'est ça. Depuis la V7R5, IBM a monté une bonne décision, c'est marqué j'extrais mes requêtes SQL en SQL ou en VS Code. Alors moi, je ne suis pas du tout dans le développement, je fais pas de DevOps, j'entends beaucoup parler de ça, mais je vois bien que c'est marqué VS Code. Donc moi, j'ai un message à vous proposer, installez-le. C'est super simple, c'est puissant, c'est gratuit, c'est gratuit. Franchement, c'est très intéressant. Et vous voyez ici, donc là, bon, ça, j'ai pris ceux que, on va dire des plugins, je ne sais pas trop comment ça s'appelle, euh, euh, IBM 4i, hein, IBM 4i. J'ai descendu plein de trucs et j'en ai vu beaucoup. C'est gratuit. J'ai vu beaucoup de choses, vraiment beaucoup de choses. Et surtout, ce que je vois, c'est que dans l'applicateur Paris, quand vous utilisez les IBM Services, je vous remontre, hein, c'est marqué Redstone depuis la V7 Et comme il va y avoir des évolutions bientôt, autant commencer à se familiariser tout de suite pour utiliser le VS Code. Et oui, dans le domaine peut-être de l'administration, ça va peut-être nous servir. Mais j'ai été vraiment impressionné de découvrir autant. Je ne connaissais pas, j'ai installé en demi-journée, j'ai regardé un peu, et quand j'étais sur mon poste de bureau, c'est très bien et ça donne envie d'aller plus loin. Voilà. Il faut démarrer le SSHD, bien sûr. Voilà. Donc, le fichier QA Togstar, hein, donc user kit, hein, vous avez un UpDTA ou en SQL, vous affichez le fichier QA Togstar depuis user kit, vous imaginez jusqu'à voir étoile SSHD, c'est marqué no par défaut, vous mettez yes, comme ça, à chaque fois qu'il y a un reboot de la machine, il est pris par défaut. Alors, ça, c'est super. Euh, donc, ARM. Alors, ARM, nous, on l'utilise sur un client qui a une quarantaine de parties de serveurs. Donc, bon, ben, c'est au début, je n'ai pas trop. Je l'ai testé il y a pas mal de temps, je n'ai pas été au bout des choses, mais voilà, je l'ai mis en place. Ça fonctionne très bien. Bon, il y a toujours des problèmes de sécurité. Hein. Dans la face, c'est un client qui a un renforcement de sécurité assez fort, mais c'est un outil qui vient des labs, de ce que j'ai compris. Ils avaient beaucoup de machines à gérer. Et donc, le laboratoire, on s'est dit, on ne va pas se connecter à chaque fois sur les machines. Ça va nous coûter un temps pas possible. Il faut qu'on trouve quelque chose qui se connecte à toutes les machines. Et de ce point focal-là, on va pouvoir créer des templates, une image de référence, qu'on va pouvoir comparer à autant de serveurs qu'on a à gérer. Et on gagnera du temps. C'est ce qu'ils ont fait, je crois que c'était en 2010-2011. Donc, c'est un produit des laboratoires qui est maintenant accessible au quotidien. Alors, il y a plusieurs façons d'utiliser ARM. Je n'ai pas tout mis, la partie application, etc. J'ai mis, je suis resté dans mon carcan. Donc, par exemple, vous pouvez euh, avoir une machine de référence qui est connectée avec IBM. D'accord. Et ensuite, cette machine de référence à votre configuration ARM, donc vos groupes UTF, vos niveaux de groupe ETF, etc., etc. Et de manière automatique, bien automatique, qu'elle aille se connecter sur toutes les autres infras, si vous considérez que votre infra doit être isopérimètre, alors ça peut être plusieurs pays, ça peut être bonne région, etc., peu importe, quelles sont les différences? Aujourd'hui, moi, quand je fais ce travail, ben, je me connecte sur les machines. Ben, avec ça, plus vous allez le mettre en place, plus vous allez mettre un job automatique qui va vous apporter la réponse. Est-ce que oui, tout est ISO? Donc, comme toujours, hein, nous, on travaille au début, voilà, pour aller moins vite, pour aller plus vite. On va dire ça comme ça. Mais c'est très puissant. C'est très puissant parce qu'une fois que le modèle est mis en place, hein, c'est industrialisé et voilà, ceux qui ont plusieurs pays à gérer ou plein de partitions à gérer, plein de serveurs à gérer, c'est quand même hyper efficace. Donc, ça analyse, j'ai envie de dire, tous les produits IBM que vous avez installés, toutes les licences que vous avez installées, toutes vos configurations IP, même hein, si vous voulez aller plus loin,
tous vos fichiers bases de données et IFS aussi, pour ça, je n'ai pas marqué. Voilà, mais c'est quand même un super outil. Donc, oui, alors on peut faire des tests, mais ce que je voudrais vous montrer, excusez-moi, regardez cette partie-là. Hein. Bon, j'ai fait presque un copier-coller, mais ça vient des laboratoires IBM. C'est-à-dire que j'ai découvert, quand j'ai préparé ce PowerPoint, qu'IBM avait un gros challenge, beaucoup de machines à gérer pour gérer des problèmes de langue, etc. Donc, ils ont mis en place un modèle de manière à bien identifier que leur modèle qui a été validé n'a pas été touché. Parce que de se connecter pour savoir ce qui a été touché, quand on travaille en groupe, dans différentes manières, voilà. Le petit rapport que vous voyez, vous pouvez sortir en TXT ou en XML. Je vous assure, la première fois que j'ai fait entrer, je me suis senti ridicule parce que j'avais fait plein de requêtes SQL pour sniffer tout ce qui me servait pour voir ce qu'il y avait dans la machine. J'ai vu là que vous voyez à côté en TXT ou en c'est impressionnant, il vous liste tout, mais tout, bien installé, pas installé, toutes les commandes que vous passez, c'est même plus la peine. Vous cliquez sur le bouton, ça exécute tout, ça vous fait le rapport. Et ce rapport peut être fait sur toutes les machines, comme je vous ai expliqué, et après vous pouvez améliorer ça. C'est vraiment sur le terrain, moi j'utilise, une fois que il faut se poser les bonnes questions au début, il y a un peu de travail à faire, mais une fois que ça fonctionne, vous êtes tranquille. Vous n'avez plus besoin de poser des questions aux administrateurs. En fait, c'est bon, c'est pas bon, vous êtes autonome, hein. Même un fonctionnel. Hein. Appuie sur le bouton, il voit, on sort les différences. Là, bah, sur les 3 pays, les machines, bah, là, c'est vert, ça peut aller loin. Voilà. Vous pouvez avoir. Donc, c'est très intéressant et c'est gratuit. Hein. Voilà. Alors, vous pouvez bien sûr, alors j'ai mis que je pense que certaines organisations, c'est important que vous pouvez personnaliser, bien sûr, l'URL et faire des configs cryptés de manière à rassurer nos amis du RSSI que oui. Alors, si vous faites le lien avec IBM, hein, comme la CMC, qui vous offre des crédits, j'ai entendu des histoires, oui, moi je suis client, toi IBM, tu rentres pas chez moi. Je veux pas t'ouvrir la porte, je m'en réseau intranet, pourquoi pas. Mais il y a des solutions, hein, voilà, il y a des solutions, voilà. Par contre, c'est vrai que plus on se connecte avec IBM sur certaines choses, ben, j'ai envie de dire, plus, euh, moins il y a de charge de travail, surtout pour les piquiers. Donc là, j'ai essayé de vous mettre en une page les infos les plus importantes. Bon, comme je suis sûr que vous avez tous réfléchi, si ça vous intéresse, je vous dire un peu plus loin pour essayer de mettre ça en place. Mais vraiment, AR, c'est un super outil de management pour ce que vous venez de voir, depuis un template comparé votre image officielle validée sur l'ensemble de vos périmètres. Par exemple, une infogérance qui va payer. Oui. Vous n'avez jamais eu de problème avec les CUM? J'ai jamais eu de problème avec les CUM, le passage de CUM, parce qu'avec quand j'ai 7000 ou 1000 PTF à mettre dans un CUM, il met 2 ou 3 jours quand il ne se finit pas. En fait, c'est des images de l'existant. L'action de mettre à jour une CUM. Voilà, mon référence à la dernière CUM, je vais le mettre sur toutes les autres partitions, et là. Alors, l'action de déploiement, d'installation, c'est un travail à faire. En fait, moi, par exemple, je suis un client. C'est pas moi qui l'ai installé, je ne sais pas qui l'a fait. Donc, forcément, je fais spécialiste. Dès que j'ai corrigé le problème, moi, j'ai une méthode de travail que je vais appliquer. Je sais que cette partition est correcte. Donc, j'ai envie de vous répondre. Quand c'est inconnu, il faut faire attention, mais c'est à nous de faire en sorte d'éviter d'avoir des boîtes de Pandore. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous avez une partition de référence où vous dites je veux ce niveau de plus-là et que vous interconnectez sur un même client, bon, ben, a priori, tout le monde devrait avoir normalement, bien dans le début du système, la même chose, hein, parce qu'on est en sous-effectif, on va pas commencer à avoir des bases de Pandore, sinon je vais aller voir le responsable en disant qu'il m'ajoute 4 ingénieurs système et que moi je ne fais pas la charge. Maintenant, si on a une infogérance et qu'on a des clients différents, il vous faut plusieurs templates. Il faut le template de niveau.
le template vous sert, si vous voulez, vraiment à comparer cet habitat. L'action de faire l'écume, pour moi, personnellement, j'ai pas eu de problème, c'est ma façon de faire, je ne suis pas spécialement les procédures IBM, sinon ça s'appelle un copain Francis qui est très très bon, mais c'est pas pour ça que, voilà, en fait, toute l'écume, et j'en fais beaucoup, hein, je fais 300-400 gels par jour pour vous situer, tout se joue dans l'analyse de préparation. En fait, c'est un peu ce que je disais pour les bonus pour la public. Moi, je ne peux pas dire toutes les PTS qui sont sorties. Par contre, j'ai des méthodes de travail qui font que j'analyse bien l'existant. Donc, à partir du moment où euh, euh, tous les petits soucis ont été corrigés, je fais un test en ligne infra pour ma calcul, on capitalise, et après, il n'y a aucune raison que lorsqu'on exporte des mises à jour de cul ou des outils PTS ou des bulletins de sécurité, etc. Mais voilà. Mais je suis tellement maniaque que je regarde aussi les RICEV. Parce que les RICEV, il ne faut pas les oublier, les jeux de microcode sont très importants. C'est-à-dire que quand vous avez installé votre serveur, le microcode a été imprimé à telle date, donc c'est peut-être le RSP, par exemple. Mais si vous mettez une plume qui est sortie et que le RICEV c'est du RSE, moi j'installe le RSE à place de la plume, par exemple. Donc, c'est une façon de travailler. Voilà, voilà. Après, les bulletins de sécurité, je suis un peu plus embêté parce que j'ai la pression de RSSI qui va absolument en mettre. Je ne vais pas avoir répondu à la question, mais le risque zéro n'existe pas, soyons clairs. Mais la manière dont on travaille, on peut vraiment réduire au maximum des imprévus. Et si vous avez du matos, ben, vous testez d'abord sur une machine, et puis c'est cette version-là. Mais il faut éviter les pages de Pandore. On commence à avoir beaucoup de serveurs ou de partitions à gérer. Bon, là, bon, j'ai simplement mis des docs de référence sur le work management. Donc, ça tombe bien. Voilà. Donc, bah, écoutez, j'ai essayé de vous apporter un rappel ou des nouvelles informations pour qu'on puisse profiter au mieux dans la durée voilà, des savoirs Power. Dans la publication que je vais donner à Philippe Bourgeois, il y aura d'autres choses que je vais rajouter, mais là j'ai un peu condensé l'essentiel pour tenir l'heure. Je vous remercie.